Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 22 août, Kamala Harris, 59 ans, est officiellement la candidate démocrate pour la présidentielle américaine du 5 novembre. Face à elle, Donald Trump, l'ancien président américain républicain. L'investiture de Kamala Harris redonne espoir aux démocrates. Longtemps candidat à sa réélection, Joe Biden, le président sortant, âgé de 81 ans, était jugé par beaucoup, y compris dans son propre camp, trop affaibli pour briguer un second mandat. Qui est Kamala Harris ? Quel est son parcours ? Que faut-il retenir de ces 4 ans où elle a été vice-présidente? Comment se passe son début de campagne? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Yona Elawa, l'une des correspondantes du Parisien aux États-Unis. Elle est en ligne de Washington. Le mardi 6 août, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, se rend à Philadelphie, au sud-ouest de New York, pour un meeting qui va lancer sa campagne pour la présidentielle américaine. Kamala Harris est accompagnée de son colistier qu'elle a nommé la veille, Tim Walz. Yona Elawa, qui est-il d'un mot ? Tim Walz, c'est le gouverneur du Minnesota et c'est vrai qu'en dehors de cet État qui se trouve dans le Midwest, dans le nord des États-Unis, il n'est pas vraiment connu du grand public américain, mais il a un profil assez différent de Kamala Harris et ça le rend assez complémentaire. Et ce soir-là, on peut dire qu'il est très très bien accueilli par le public. Welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. On va revenir sur ce lancement de campagne à la fin de cet épisode de Code Source, mais on va d'abord résumer le parcours de Kamala Harris pour comprendre comment elle en est arrivée là. Kamala Harris est vice-présidente des États-Unis depuis 4 ans. Elle a 59 ans, elle est née le 20 octobre 1964 et elle a grandi à Oakland, en Californie. Yona Elawa, qu'est-ce qu'on sait de son enfance? Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit? Ses 2 parents sont immigrés, son père il est jamaïcain, sa mère est indienne, et ils se rencontrent alors qu'ils sont étudiants à l'université de Berkeley, en Californie. Ils vont se séparer quand Kamala Harris est encore petite, et c'est surtout sa mère qui va l'élever, elle et sa petite sœur Maya. Sa mère, elle travaille très dur, elle est chercheuse, elle rêve de trouver un traitement contre le cancer du sein, et donc ses filles, bien souvent, elles sont gardées par la nounou, qui va devenir une sorte de deuxième maman pour elles, mais elles sont aussi élevées par toute une communauté en fait très soudée dans ce petit quartier afro-américain dans lequel elles vivent à Oakland. Et en 1970, Kamala Harris, elle a 5 ans, elle va démarrer l'école dans un quartier blanc de la ville grâce à l'un des tout premiers programmes de déségrégation du pays. Donc en fait, elle va faire l'expérience de la diversité raciale aux États-Unis à une époque en fait où c'est pas du tout la norme encore. Ses parents sont tous les deux très engagés politiquement. Oui, ils sont très impliqués à l'époque dans le mouvement pour les droits civiques. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ils ont rejoint à l'université à Berkeley un groupe d'étudiants noirs. Alors, la mère de Kamala Harris, je vous le disais, elle est indienne, elle n'est pas noire, mais elle est acceptée dans ce groupe parce qu'elle vient d'un pays historiquement soumis à la colonisation britannique. Et d'ailleurs, Kamala Harris, elle raconte dans son autobiographie que ses parents, ils avaient l'habitude de l'emmener avec eux dans les manifs en poussette. Devenue jeune adulte, elle fait des études de sciences politiques et de droit. Kamala Harris devient avocate. Elle intègre le barreau de Californie en 1990. 13 ans plus tard, en 2003, elle se présente au poste de procureur de San Francisco. Les procureurs sont élus par les citoyens aux États-Unis. Yona Elawa, c'est une surprise que Kamala Harris remporte le scrutin ? Oui, elle répète souvent d'ailleurs qu'elle est habituée à être l'outsider dans les courses électorales et ça remonte en fait à cette première élection à San Francisco où elle n'était pas du tout favorite. Elle était face au procureur qui était déjà en place et très très bien installé dans les réseaux démocrates locaux. C'est une campagne qui se fait avec vraiment les moyens du bord, les électeurs la connaissent pas du tout, mais elle va petit à petit se créer son propre réseau. Elle va séduire aussi avec une ligne à la fois progressiste, mais aussi stricte dans l'application de la loi en matière de criminalité, et elle finit par gagner avec quand même 56% des voix.
En 2004, Kamala Harris fait polémique en refusant, en tant que procureur, de demander la peine de mort pour un homme qui a tué un policier. Les syndicats de policiers ne lui pardonnent pas. 6 ans plus tard, en 2010, elle devient procureure générale de Californie. Et cette fois-ci, pendant son mandat, on lui reproche de ne pas en faire assez pour essayer d'abolir la peine de mort dans son État. En fait, à l'époque, elle s'oppose à des initiatives qui auraient pu faire interdire la peine de mort en Californie, et son bureau réclame même la peine de mort pour certains prévenus dans certaines affaires. Donc il y a une vraie différence entre Kamala Harris, la procureure de San Francisco, début de carrière, où elle était totalement contre la peine de mort pour des raisons morales, et ce moment où elle devient procureure générale de Californie, donc si vous voulez, c'est un petit peu le ministre de la Justice de l'État, et où là, elle est plus du tout aussi ferme. Elle dit que malgré ses convictions morales, c'est son rôle de faire appliquer la loi. Donc elle envoie en fait des signaux contradictoires sur la peine de mort, et on lui reproche une forme d'hypocrisie à ce sujet. En 2015, le Washington Post la surnomme l'Obama au féminin. À ce moment-là, Barack Obama est président depuis 6 ans, depuis 2009. Yona Elawa, pourquoi les journalistes font cette comparaison ? Déjà parce qu'elle est noire et puis parce qu'elle est encore jeune. Elle a 50 ans, elle se lance dans une campagne électorale pour le Sénat américain sans avoir jamais été élue avant au Congrès. Et c'est le même schéma qu'Obama quand il est devenu sénateur de Chicago en 2005. D'ailleurs, elle est assez proche d'Obama. Elle l'a soutenu face à Hillary Clinton dès l'année 2008, donc sa première élection présidentielle. Donc voilà, à l'époque, c'est vraiment la personnalité dont les commentateurs parlent beaucoup. Et vous savez, les médias américains, ils sont toujours friands de ce genre de profil. L'étoile montante très éloquente, des gens en général plutôt beaux, il faut bien le dire, et puis qui viennent rafraîchir le paysage politique. En 2019, Kamala Harris participe à la primaire démocrate pour être la candidate officielle pour la présidentielle américaine. Yona Elawa, le jeudi 28 juin, Kamala Harris fait sensation pendant un débat avec son rival dans cette primaire, un certain Joe Biden. Oui, elle va l'attaquer, et de manière assez agressive d'ailleurs, sur la question du busing. I do not believe you are a racist. It was hurtful to hear. C'est ce qu'elle a connu quand elle était petite, quand je vous disais qu'elle était emmenée dans les quartiers blancs pour aller à l'école, donc elle a été emmenée en bus. Donc c'est cette pratique de déségrégation qu'on a appelée le busing. Et c'est une pratique dans les années 70 et 80 qui est évidemment très critiquée par ceux qui s'opposent à la déségrégation. Et donc ce soir-là, au débat, elle lui dit à Joe Biden, elle lui reproche non pas d'avoir été contre le busing, mais d'avoir travaillé à l'époque de manière cordiale avec des sénateurs ségrégationnistes de Géorgie et du Mississippi qui, eux, s'opposaient au busing. You also worked with them to oppose busing. You know, there was a little girl in California, and she was bused to school every day. And that little girl was me. Yona Elawa, en décembre 2019, Kamala Harris renonce finalement à être candidate démocrate pour la présidentielle du 3 novembre 2020. Pourquoi ? À part ce moment où elle s'en prend à Biden, sa campagne tombe un peu à plat. Dans les sondages, ça prend pas. Et elle n'arrive pas à trouver de ligne politique qui se démarque des autres, si vous voulez. Elle ne brille pas particulièrement non plus dans ses discours. Et bref, elle déçoit un peu, finalement, ceux qui la voyaient justement comme la Obama au féminin. Et en 2020, Joe Biden est donc le candidat officiel des démocrates pour la présidentielle américaine et il choisit Kamala Harris comme colistière. S'il est élu, elle deviendra donc vice-présidente. Yona Elawa, en faisant ce choix, il sait que ça va satisfaire une partie des électeurs démocrates, c'est ça ? Oui, alors déjà, il a promis qu'il nommerait une femme et une femme de couleur. Donc on sait qu'elle fait partie des favorites, avec d'autres femmes, par exemple comme Stacey Abrams, qui est une politicienne de Géorgie assez brillante. Et finalement, c'est bien Kamala Harris qui est choisie, et elle représente la génération suivante, elle est plus jeune que lui. Elle vient de Californie, donc l'État progressiste par excellence, tout en ayant cette casquette d'ancienne procureure à la dure, ce qui est quand même utile face à Donald Trump. Donc c'est un bon équilibre avec Joe Biden qui est plus âgé et qui lui parle plutôt aux classes moyennes blanches du Midwest. Le 3 novembre 2020, Joe Biden remporte l'élection présidentielle américaine. The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. Et il devient, en janvier 2021, le 46e président des États-Unis. Kamala Harris accède donc au poste de vice-présidente. Yona Elawa, elle est la première femme, la première personne noire et la première personne d'origine sud-asiatique à occuper ce poste. Oui, c'est historique. Dans un pays comme les États-Unis où les tensions raciales sont fortes, où le mouvement MeToo bat son plein, ça a son importance. Elle abat en fait deux plafonds de verre en même temps, celui du genre et celui de la couleur de peau.
Alors évidemment, vous avez toujours l'éternel débat entre ceux qui disent que c'est pas le fait qu'elle soit une femme ou qu'elle soit noire qui importe, mais ce sont ses compétences, et les autres qui soulignent à quel point le symbole est important. Yona Elawa, Joe Biden charge la vice-présidente Kamala Harris de s'occuper du dossier de l'immigration. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur ce dossier ? Elle est chargée de trouver une solution aux causes profondes de l'immigration qui vient de 3 pays d'Amérique centrale. Donc c'est le Salvador, le Guatemala et le Honduras. Et donc l'idée c'est que en améliorant les conditions de vie dans le pays d'origine, on fait en sorte que les candidats au départ aient plus d'opportunités chez eux et qu'ils choisissent de rester dans leur pays. Et en fait, c'est un job difficile pour Kamala Harris, et pour n'importe qui d'ailleurs, parce que déjà, les résultats de ce genre de travail, ils sont pas mesurables immédiatement. Les effets positifs ou négatifs peuvent mettre des années à se mettre en place. Et surtout, parce qu'en fait, l'opposition va lui coller l'étiquette de ce qu'ils ont appelé la tsar de la frontière. En gros, ils la rendent responsable de l'explosion des arrivées de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, alors même que c'est pas du tout son travail. Pour la sécurité à la frontière, il y a une agence dédiée et il y a un ministre dédié, et Kamala Harris, c'est pas vraiment la mission qu'on lui a confiée. Le 19 novembre 2021, Joe Biden doit se faire opérer sous anesthésie générale. Il transfère ses pouvoirs à Kamala Harris pendant la durée de l'intervention. Yona Elawa, pour la première fois, une femme exerce temporairement les fonctions de président aux États-Unis. C'est symbolique avant tout, ils ont simplement suivi le protocole. Si le président n'est pas en état, c'est son numéro 2 qui prend le relais. Il n'y a rien de plus normal. Mais bon voilà, encore une fois, le symbole, une femme noire au bureau ovale pour quelques heures, c'est une première. En 2022, le vendredi 24 juin, les États-Unis sont secoués par une décision de la Cour suprême qui remet en cause le droit à l'avortement dans le pays. Chaque État a maintenant le pouvoir d'interdire aux femmes d'avorter. Yona Elawa, Kamala Harris devient alors une figure de la lutte pour l'avortement. Elle va effectivement devenir une des voix les plus puissantes à ce sujet. Elle va faire de nombreux déplacements pour donner de vibrants discours sur le droit à l'avortement, sur les droits des femmes. Et elle promet aux Américains de tout faire pour que ce droit soit inscrit dans la loi fédérale, même si elle sait en fait qu'avec la répartition des forces politiques au Congrès, pour l'instant, c'est impossible. Yona Elawa, au-delà de cette question, quelle image a Kamala Harris auprès des Américains pendant qu'elle est vice-présidente ? Elle n'est pas super populaire. Elle fait parfois des interventions médiatiques un peu gênantes où elle s'en mêle les pinceaux. Les républicains se moquent beaucoup de son rire. Elle a un rire assez fort. Et encore une fois, comme dans sa campagne présidentielle, elle a du mal à trouver sa marque de fabrique. Et puis, elle reste discrète derrière Biden, parce que c'est souvent comme ça quand on est vice-président. De toute façon, on reste en retrait. Donc elle n'est pas très exposée, et quand elle l'est, c'est pas forcément très positif pour elle. À l'approche de la fin de son mandat, Joe Biden est candidat à sa réélection en 2024. Le jeudi 27 juin, un premier débat télévisé est organisé sur la chaîne CNN entre Donald Trump et lui. Yona Elawa, la prestation du président américain est catastrophique. Il est hagard, il est désorienté. With the COVID, dealing with everything we have to do with Il ne finit pas ses phrases, il bredouille, on comprend parfois même rien à ce qu'il dit à certains moments du débat. Et surtout qu'en face, vous avez Donald Trump qui en profite pour aligner des mensonges, des approximations, sans vraiment aucune contradiction de la part de Joe Biden. Après ce débat, le camp démocrate juge Joe Biden, 81 ans, trop vieux et surtout trop affaibli pour continuer sa campagne, mais lui s'obstine, il ne veut pas abandonner. Et ça, à ce moment-là, ça profite à Donald Trump. Oui, parce qu'en fait, vous avez un parti d'un côté qui est divisé, le parti démocrate, entre ceux qui veulent voir Joe Biden partir et les proches de Joe Biden qui restent soudés autour de lui et qui veulent le voir rester, et un candidat qui commence à monter dans les sondages beaucoup plus que ça n'était auparavant, Donald Trump, et qui va être aidé par un événement complètement inattendu. Le 13 juillet, c'est la tentative d'assassinat contre lui. Il échappe à la mort, il est seulement touché à l'oreille, mais cette tentative d'assassinat, ça va faire de lui une sorte de martyr pour son électorat, et ça va le faire encore plus grimper dans les sondages. Donc à ce moment-là, Donald Trump, il est vraiment en position de force. Finalement, Joe Biden abandonne la course à la présidentielle le dimanche 21 juillet. Yona Elawa, il l'annonce dans une lettre et déclare soutenir Kamala Harris pour devenir présidente des États-Unis en novembre prochain. Dans cette lettre, finalement, il dit qu'il va s'incliner pour le bien du pays. Il présente ça comme une sorte de sacrifice de son ambition personnelle au profit d'un objectif plus important qui serait celui de sauver la démocratie aux États-Unis.
Et dans un tweet, juste après cette lettre, qu'il publie sur les réseaux sociaux, il adoube Kamala Harris. Et ça, c'est vraiment très très important parce que ça évite une guerre interne chez les démocrates pour trouver un remplaçant. Kamala Harris, elle accepte immédiatement le défi et elle publie un message où elle loue, je cite, « l'acte désintéressé et patriotique de Joe Biden ». Yona Elawa, suite à ces changements dans le camp démocrate, est-ce que le camp de Trump pense être en danger ? Évidemment, ça se complique, c'est-à-dire que le candidat le plus âgé maintenant, celui qui divague, celui dont on questionne l'aptitude cognitive, c'est plus le candidat démocrate, mais c'est le candidat républicain. Donald Trump, il a 78 ans, Kamala Harris, elle a 59 ans. Mais c'est à nuancer, parce qu'à ce moment-là, Donald Trump, il sort d'une séquence exceptionnelle. Il vient d'être investi candidat dans une convention républicaine qui ressemble au couronnement d'un roi, juste après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Donc il se dit que peut-être que c'est jouable, même face à Kamala Harris. Et d'ailleurs, publiquement, il dit qu'elle serait plus facile à battre que Joe Biden. Mais après l'annonce de la démission de Joe Biden, Kamala Harris fait face à un fort engouement pour sa campagne. Oui, c'est assez spectaculaire. Vous avez une remontée de l'enthousiasme du camp démocrate qui est phénoménale. Les donations explosent, alors qu'on sait que sur les dernières semaines de Biden, ça devenait vraiment difficile financièrement. Vous avez aussi les volontaires pour la campagne qui affluent. Et ça, c'est pareil, c'est super important pour faire campagne, parce que sur le terrain, il faut toquer aux portes, il faut appeler les gens. Et ça va finir par se voir, cet enthousiasme, dans les sondages. Elle rattrape d'abord le retard au niveau national, et puis dans certains États clés, vous savez, les fameux États qu'il faut gagner pour obtenir la victoire finale, elle finit par prendre la tête des sondages. Alors attention, on est toujours à des niveaux très proches des marges d'erreur, donc ça reste une course serrée. Dans les semaines qui suivent, pendant l'été, Donald Trump multiplie les attaques contre sa nouvelle concurrente, Kamala Harris. Yona Elawa, l'ancien président, l'accuse notamment d'antisémitisme. Oui, alors il y a deux raisons. La première, c'est qu'elle montre un petit peu plus de compassion que Joe Biden envers la cause palestinienne. La deuxième chose, c'est qu'elle choisit Tim Walz comme colistier, et non pas Josh Shapiro, dont on avait beaucoup parlé, et qui est un homme politique juif, gouverneur de Pennsylvanie, très populaire, mais qui a été pris en grippe, en quelque sorte, par les manifestants pro-palestiniens. Donc Trump, en fait, il récupère ces arguments-là pour attaquer Kamala Harris, mais ça ne prend pas vraiment. Je vous rappelle quand même que le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, il est juif, et il joue un rôle très très actif dans les campagnes de la Maison-Blanche contre l'antisémitisme. Yona Elawa, Donald Trump accuse également Kamala Harris, je cite, d'être devenue noire pour convaincre des électeurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En gros, il l'accuse de s'être fabriqué une identité noire parce que ça l'arrangeait politiquement, alors qu'avant, elle aurait plutôt insisté sur ses origines indiennes. Là encore une fois, c'est très bancal comme argument. Vous avez une candidate qui est biraciale, c'est un fait. Elle ne peut pas renier l'une ou l'autre de ses origines, et elle ne l'a jamais fait. Et le fait est qu'elle a grandi vraiment dans un quartier noir. Elle a étudié à Howard, qui est une université historiquement afro-américaine. Donc vraiment, ça fait partie pleinement de sa culture, et on peut dire que c'est une femme noire. Elle-même le dit clairement. Il n'y a vraiment, en fait, aucun débat là-dessus. Le jeudi 25 juillet, Kamala Harris se lance sur le réseau social TikTok. Elle publie une première vidéo et en quelques semaines, son nombre d'abonnés va exploser, près de 5 millions de suiveurs. Oui, elle a rapidement adopté les codes de TikTok, ce que d'ailleurs la campagne de Biden avait un peu de mal à faire. La vidéo la plus vue, c'est un mini diaporama qui note le contraste entre Donald Trump, qu'on voit sur une photo vraiment peu flatteuse de lui avec un club de golf à la main, avec pour légende « criminel condamné », et à l'inverse, une photo d'elle devant des drapeaux américains, légendés « ancienne procureure ». Et tout ça sur un air de rap qui fait fureur sur TikTok. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est important quand même parce que ça parle à une génération, la fameuse génération Z, donc ceux qui sont nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Et cette génération, TikTok, c'est vraiment son réseau social préféré. Et donc pour la campagne de Kamala Harris, c'est un moyen de plus pour toucher les plus jeunes parmi l'électorat démocrate. Le lundi 5 août, Kamala Harris choisit Tim Walz comme colistier. Si elle est élue, il deviendra donc vice-président. Il a 60 ans, il est gouverneur du Minnesota depuis 2018. Il est un atout pour elle ? Tim Walz, il a un profil différent de Kamala Harris. Il vient de la campagne, c'est un chasseur. Il a ce côté un peu tonton sympa, rieur, accessible. C'est un vétéran aussi, il a passé une 20aine d'années dans la garde nationale. Et c'est un ancien prof et coach de football américain. Donc vraiment le profil du politicien terre-à-terre, celui qui n'a pas oublié d'où il vient
et qui tranche avec l'image élitiste qu'on a parfois des politiciens démocrates, et en particulier, je dirais, des États côtiers comme la Californie de Kamala Harris. Et par ailleurs, il a ce franc-parler qui fait mouche pendant les discours ou en interview. Par exemple, c'est lui qui a lancé l'angle d'attaque qui consiste à dire que les républicains, en particulier Donald Trump et J.D. Vance, son colistier, sont bizarres, weird en anglais. Voilà, ça va pas chercher très loin, mais ça fait vraiment mouche. Et aujourd'hui, les démocrates utilisent beaucoup ce terme de bizarre pour parler de l'opposition. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le mardi 6 août, Kamala Harris et Tim Walz se rendent à Philadelphie pour leur premier meeting. Ils sont accueillis par les applaudissements d'une salle comble. Yona Elawa, ce duo Harris-Walz semble convaincre le public démocrate ? Oui, elle comme lui sont vraiment très bien accueillis. Elle commence par présenter Tim Walz au public. Tim Walz! Lui, il la remercie de l'avoir choisi comme colistier. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me. Thank you for bringing back the joy. Et très vite, il s'en prend à Donald Trump, qui va accuser, je cite, de ne rien connaître au service public parce qu'il est trop occupé à se servir lui-même. Il dit aussi que la criminalité a augmenté sous le mandat Trump, et cela sans compter les crimes qu'il a lui-même commis. Donc voilà, vraiment des petites attaques bien senties, bien placées. Et il y a autre chose d'important dans ce meeting, c'est qu'il a lieu à Philadelphie. C'est en Pennsylvanie, qui est vraiment l'état clé par excellence qu'il faut gagner à tout prix pour remporter la présidentielle. Ce soir-là, le public à Philadelphie, il est emballé, la salle est comble, comme d'ailleurs dans les autres meetings que Kamala Harris et Tim Walz vont donner cette semaine-là dans les autres états clés. Et ça, on sait, la taille des foules pour Donald Trump, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, il y a eu la convention démocrate, le grand rassemblement du parti où ils ont été désignés candidats, convention qui s'est déroulée du 19 au 22 août à Chicago. Jusqu'ici, Kamala Harris fait un bon début de campagne ? Oui, c'est sûr. La convention à Chicago, ça a été 4 jours de fête avec des interventions de Michelle, Barack Obama, Oprah Winfrey, le couple Hillary et Bill Clinton, et j'en passe. On a même cru à un moment que Beyoncé allait venir, et puis finalement non. Tout le monde est remonté à bloc, et surtout que Kamala Harris a réussi à se distinguer. On n'est plus dans la campagne de Biden qui appelait à sauver la démocratie américaine d'un futur tyran. On est plutôt dans une campagne qui va reprendre, certes, la plupart des thèmes de Biden, parce que ça reste la même équipe, mais qui cherche cette fois à parler du futur. Vous avez le mot « joie » qui est employé énormément par les démocrates. Ils misent vraiment là-dessus pour faire la différence avec Trump. Le camp Trump qui serait, à l'inverse, le camp du ressentiment, de la colère et d'une vision passéiste de l'Amérique. Yona Elawa, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, est-ce que Kamala Harris a une chance de l'emporter face à Donald Trump ? Oui, elle a une chance. Elle est en tête dans les sondages nationaux. Elle est très compétitive dans les états clés, mais on reste dans la marge d'erreur. Elle a réussi à remonter, si on regarde dans le détail, auprès d'un électorat qui commençait à délaisser Joe Biden, c'est-à-dire les Afro-Américains, les Latinos, mais aussi les jeunes. Après, c'est toujours pareil aux États-Unis. Vous avez des sondages qui sont, d'un, pas toujours fiables, et de deux, ils ne représentent que l'état de la course à un moment T. Donc quand vous voyez quand même ce qui s'est passé dans cette campagne en moins de 2 mois, on a eu une tentative d'assassinat contre un candidat à la présidentielle, on a eu un changement de candidat à la présidentielle dans l'autre camp, c'est quand même du jamais vu. Quand vous voyez tout ça, et que vous savez qu'il reste encore un peu plus de 2 mois, vous vous gardez bien de faire des pronostics trop confiants. Merci Yona Elawa. Cet épisode de Code Source a été préparé par Barbara Gouy, production Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le 2e podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.